Fernand Seguin et le docteur Yves Kenville participent à la page scientifique du super magazine Antenne 5 à CBS 690. Mesdames, Messieurs, en première partie des 20h ce soir, le réalisateur Roger Nadeau rencontre l'ancien directeur du journal Montréal Matin, M. Joseph Bourdon. Mon père était un fonctionnaire municipal qui s'occupait passablement de syndicalisme. D'ailleurs, il a été, durant plusieurs années, le président du syndicat des fonctionnaires municipaux. Et par la suite, il est devenu trésorier de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada. Vous savez une chose, hein, c'est que le jaunisme de l'époque, eh bien, c'est presque la revue pieuse d'aujourd'hui, je vous assure. Ça m'est difficile de défendre les idées d'autrui, mais c'est très intéressant de revoir ça après tant d'années. Alors, on y trouve des naïvetés, mais on y trouve par contre des choses qui se sont réalisées. Hein? La vérité, certaines vérités, c'est parfois fait d'outrance au début qui s'avèrent quand même des intuitions. Vous l'avez dit. Dans votre livre que vous avez publié aux éditions La Presse, Montréal Matin, son histoire, ses histoires, vous prouvez le mouvement en marchant. Vous ne vous décrivez pas vous-même, vous racontez ce qui se passe autour depuis 1930 jusqu'à la fin des années 70. C'est toute une histoire que vous avez racontée, Joseph Bourdon, et je trouve un peu symbolique. On s'apprête à tenter aujourd'hui d'essayer de restaurer un petit peu les grands moments de Montréal Matin et de son ancêtre, l'illustration nouvelle. Et Montréal Matin, finalement. Juste au moment où on vient d'apprendre la disparition d'un autre grand quotidien, de Montreal Star, alors que votre livre est paru à quelques mois près de la disparition de Montréal Matin. Oui, c'est bien triste. Chaque fois qu'un journal disparaît, ça me bouleverse toujours. Maintenant, il ne faut pas, d'autre part, s'imaginer que c'est une catastrophe. Je pense bien que nous sommes à une époque où les journaux, fatalement, seront moins nombreux à cause de la concurrence des autres médias. Quand l'illustration a vu le jour, vous aviez 8 quotidiens à Montréal, 4 de langue française, et il y avait en plus le Montreal Star, qui a fermé ses portes après 110 ans, la Gazette, venue au monde en 1778, je crois, le Devoir, 1910, l'Herald, 1811 à 1957. Alors aujourd'hui, bien, ça se résume à 4 quotidiens. Mais au moment où vous arrivez à 17 ans, je pense que je relève ça dans mes fiches, à 17 ans, vous arrivez, vous présentez à l'illustration, un matin, il y a comme concurrent La Presse, La Patrie, Le Devoir, mais c'est surtout le Canada qui, comme journal du matin, va en quelque sorte être votre concurrent le plus tenace. C'est exact. Maintenant, à ce moment-là, le Canada est publié sur grand format, sans aucune illustration. L'illustration se présente, comme le dit son nom, avec de nombreuses images et un format différent de celui du Canada. Ce n'est plus le format Drodley, comme nous disions en blaguant. C'est le format tabloïd, qui est très pratique. Alors, d'emblée, vous avez l'impression que, contrairement au Canada, qui s'adresse à une clientèle dite politique, disons, plus ou moins intellectuelle et tout, l'illustration va s'en prendre à un marché un peu laissé pour compte. Il a comme exergue, par le peuple, pour le peuple, un journal populiste qui se veut populaire. Exact. Ça a toujours été la ligne de conduite de l'illustration et de l'illustration nouvelle, puis de Montréal Matin. Mais vous aviez 17 ans à ce moment-là, est-ce que vous aviez l'impression de poser un choix au départ, comme ça? Le choix était fait depuis assez longtemps. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis l'âge de 7 ou 8 ans, que je rêvais de devenir journaliste. Évidemment, tout jeune, on caresse mes projets, mais je dirais que c'était le principal, celui-là, devenir journaliste.
Je lisais attentivement tous les journaux qui pouvaient me tomber sous la main. Et avant de quitter l'école, j'ai suivi des cours à l'Université de Montréal, des cours du soir, des cours de journalisme qui étaient donnés à cette époque-là sous l'égide de la Faculté des sciences sociales. Alors, on avait comme professeur Georges Pelletier du Devoir, il y avait Noël Fauteux et d'autres. Et sans doute, c'est là, sans doute, que vous avez appris une chose fondamentale que trop de bons journalistes ont négligé au départ, savoir taper à la machine. Est-ce que c'est là que vous avez appris à taper à la machine? J'ai appris à taper à la machine à l'école. Mon père m'avait dit, c'est très important que tu connaisses la machine à écrire. Ça coûtait 25 sous par mois à l'époque, chez les frères des écoles chrétiennes, à l'école Sainte-Brigide. Nous avons déboursé le 25 sous. Et puis, nous apprenions sur des claviers sans lettres, n'est-ce pas? Et les touches étaient blanches. Alors, c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon d'apprendre, vous savez. Il y avait une méthode ASDF. C'était des numéros. JKL, point virgule. Non, pas du tout, c'était blanc. Mais devant nous, évidemment, nous avions une méthode. Hein? Et là, nous apprenions au début à manipuler 8 touches. Et par la suite, eh bien, nous nous éloignons, tout ça. Oui. Il faut quand même dire à l'honneur de certains journalistes qui, eux, malheureusement, n'ont pas appris à jouer de la machine à écrire comme d'autres. Il y en a qui sont parvenus à taper très vite à deux doigts. Oh, sûrement. J'en ai vu, vous savez, même seulement un doigt. Je me souviens d'Elmer Ferguson, qui était chroniqueur sportif au Herald. Il était infirme, il y a un bras dont il ne pouvait pas se servir du tout. Il tapait d'un seul doigt, vous savez, c'était quelque chose de fantastique. Il allait très, très vite. Et c'était un grand journaliste, si vous voulez. D'ailleurs, il y a beaucoup de grands journalistes qui n'ont jamais su taper à la machine. Oliver Asselin, Omer Héroux et bien d'autres, ce n'était pas de leur époque. Tout d'abord. Oliver Asselin avait même un souverain mépris pour la machine à écrire. J'ai même ici cité rapidement. Il dit ceci, la machine à écrire, selon lui, est un symbole de la dégradation du style. Oui, c'était pousser les choses un peu loin. Mais tout de même, même si l'illustration faisait une guerre sans pitié à Oliver Asselin, nous l'admirions tous, vous savez, pour la façon dont il écrivait. Revenons à vous, Joseph Bourdon. Juillet 1930, je pense bien. Les fondateurs, c'est l'Association des journalistes canadiens. Pourriez-vous nous expliquer, pour les auditeurs de 20 heures, ce que c'était que l'Association des journalistes canadiens? Évidemment, ce n'était pas une association des journalistes. C'était tout simplement M. Eugène Berthiaume, l'un des fils de Trèfle Berthiaume, fondateur de la presse, qui, probablement avec des amis, ça je l'ignore, imaginez, 1930, et j'avais 17 ans, avait décidé de lancer un quotidien. Et je pense que le premier but de ce journal-là, c'était de faire la guerre à M. Pamphile du Tremblay, qui à l'époque dirigeait les destinées de la presse. M. Eugène Berthiaume a été constamment en guerre avec le reste de la famille. Ça, c'est l'histoire d'une querelle de famille qui s'est étalée à travers le siècle, quasiment la famille Berthiaume. Le procès a dû trembler. Est-ce que vous pourriez, quand même en survol, parce que c'est inutile de commencer à aller dans le détail de la procédure et tout, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Qui était la famille Berthiaume et qui était du Tremblay? C'était tout le conflit judiciaire, si vous voulez, tournait autour de l'interprétation d'un testament. Monsieur Berthiaume a eu à son service une dizaine d'avocats, sûrement, vous savez, qui ont combattu, qui sont allés à la Cour d'appel, peut-être à la Cour suprême. Et le conflit tournait autour de l'interprétation d'un testament. Et par cette interprétation-là, M. Eugène Berthiaume ne pouvait pas remplir les fonctions qu'il croyait devoir assumer, c'est-à-dire la direction de la presse. C'était son beau-frère qui le faisait. Et lui, Eugène Berthiaume, était à ce moment-là correspondant de la presse à Paris. Je pense que le traitement était de 25 000 $, ce qui était fantastique à l'époque. Mais
correspondant, il n'avait rien à écrire. Aucune obligation. Les années 30 à Paris. Et en plus, bien, il y avait probablement les bénéfices de la presse qui, à la fin de l'année, il y avait sa part, sûrement. Alors, c'est ce qui lui a permis de lancer ce quotidien-là, qui c'est un brûlot bien contre modeste. Bon, ça me paraît, vous savez, maintenant, il y a le point de vue politique aussi, parce que le gouvernement est entré, s'est mêlé du conflit de la presse à 2 ou 3 reprises. Alors, j'imagine que Jeanne Berthiaume pouvait avoir à l'esprit que, possédant un journal, il pourrait plus facilement influencer le gouvernement du temps. Vous avez fait allusion à la Gazette tout à l'heure. Vous avez même commencé comme, à toute fin pratique, comme traducteur de la Gazette. Comment expliquer aux lecteurs des journaux d'aujourd'hui qu'à ce moment-là, la seule façon de s'en sortir pour couvrir un peu le monde, c'est de traduire la Gazette, qui, elle, était mieux pourvue que d'autres? C'était pas de la piraterie, ça, ou quoi? Non, c'était peut-être du pillage, hein? Oui. Mais à cette époque-là, l'illustration qui débutait, et qui d'ailleurs avait des moyens très, très restreints, ne pouvait pas s'offrir de service de dépêche. Hein? Ce que nous faisions, évidemment, il y avait des reporters. Je couvrais, par exemple, j'ai couvert les tribunaux durant un certain temps. L'après-midi, j'allais aux tribunaux. Le soir, j'allais à des assemblées. Mais en plus, c'était surtout l'information internationale. Hein? Alors, nous nous servions de la Gazette. Nous n'avons jamais eu de problème sérieux. Premièrement, le tirage de l'illustration à l'époque devait être bien, bien restreint. Et nous avons pris de l'ampleur par la suite quand M. Wood est venu nous renflouer, si vous voulez. Oui, mais ça, on y reviendra, M. Wood, parce qu'il semble que c'est un personnage important. Mais parlant justement de personnages, l'illustration nouvelle de Montréal Matin, en gros, on peut dire que c'était une drôle de plaque tournante pour beaucoup de noms qui sont devenus par la suite des grands noms. Et le premier, disons, à tout seigneur, tout honneur, c'est une dame, Jovette Bernier. Oui, Jovette commençait à travailler vers 2 heures l'après-midi, si ma mémoire est fidèle. Ça allait jusqu'à 11 heures le soir. Vous avez au besoin, elle pouvait traduire des dépêches, si c'était nécessaire. Mais là, nous sommes rendus au Herald. Là, c'est à l'époque de M. Wood. Oui. Et Jovette, par la suite, elle a fait de la radio. Elle nous a quittés, je crois que c'est vers les années 50, 47, 48. Et j'imagine qu'elle avait, on devance encore un peu, là, mais elle avait mis sa griffe à un certain moment. Je pense à la mort de Louis Francoeur. Oui. On racontait une chose assez incroyable. D'abord, 50 000 personnes au funérailles de Louis Francoeur. Et puis, l'éloge de Jovette, qu'il a fallu tirer. La fin des 4. Hein? Ah oui. C'était un article qu'elle avait écrit au lendemain de la mort de Louis Francoeur. Alors, les journaux se sont enlevés ce matin-là. D'ailleurs, vous savez, c'était la nouvelle du jour, hein, la mort de Louis Francoeur. C'était le personnage en vue de l'époque. Camille Wood, oui. Qui est omniprésent au début, du moins, de l'illustration, qui, en quelque sorte, était, en somme, partie prenante. Il avait des parts à lui dans ce journal. C'est exact. Voici ce qui est survenu vers la fin de l'année 1930, semaine où nous ne recevons pas de paye. Hein. Alors, on se rend compte que les choses vont mal. C'est par la suite, sauf erreur, c'est le jour de l'Immaculée Conception, nous déménageons au Herald, où nous serons désormais imprimés, et M. Wood devient le grand patron, évidemment, un grand patron qu'on ne voit pas pour l'instant, parce qu'il est maire de Montréal, il est chef du Parti conservateur, député, etc. Alors, il est très occupé. Il a des gérants, hein, des gens qui le représentent, et nous faisons la guerre pour lui, hein, 100%. Quiconque se dresse devant M. Wood, évidemment, est assuré de nous rencontrer sur son chemin. Vous lanciez un tas de trucs, des concours, et puis aussi, tiens, cette édition du samedi soir, 7 jours de travail, donc juillet 32, puis brusquement, c'est drôle, vous ajoutez un jour à 6 jours,
Puis brusquement, vous devenez un hebdo. Oui, 7 jours exactement, si vous voulez, 7 numéros par semaine. Hein? Mais brusquement, vous devenez hebdo. Hebdomadaire. Vous passez de 6 à 1. Ce sont les affaires. Hein? Ah oui, monsieur Hood reste avec nous. Et là, nous déménageons à la patrie. Hein? En avril 33, puis là, vous redevenez quotidien. De la patrie, nous nous en allons rue Marianne. Là, nous redevenons quotidiens. Vous devenez quotidien. Dans l'imprimerie, à l'imprimerie du Miroir et du Goglu. Hein? Ça a eu une célébrité à l'époque. Joseph Ménard et Adrien Arcan. Ça, on en parlera tout à l'heure. Montréal 33, là. Italo-Balbo. C'était bien amusant. Vous savez, c'était un exploit, hein, cette escadrille d'hydravions venant d'Italie et qui avait amarré, je me souviens, quelque part entre Longueuil et Boucherville. Oui. Je pense que ça a été par la suite l'usine de Fairchild. Alors, tous ces appareils-là, ils avaient été reçus à l'hôtel de ville, etc. Et Balbo avait ce que vous appelez un pinceau. Une barbiche. Une barbiche, oui. Hein, oui. Un peu particulière. À l'époque, remarquez, aujourd'hui, on en rencontre partout. Mais à l'époque, hein, il y avait eu des paris qui s'étaient engagés au journal, entre deux de nos reporters, sur le nombre d'appareils qui seraient perdus en chemin. Alors, celui qui a perdu a dû se laisser pousser la barbiche, et tout le monde l'appelait Balbo. C'était un chroniqueur de police, Georges Galipeau, décédé il y a quelques années, que j'estimais beaucoup. Et Georges Galipeau a dû porter la barbiche, mais ça lui servait, monsieur. Il téléphonait dans les postes de police et il disait pas Galipeau, l'illustration, il disait Balbo. Alors là, tout le monde le connaissait. Pour revenir à la cuisine du quotidien de l'époque, là, vous faites allusion à une source, là, le poste de radio, les ondes courtes. Oui, la police. C'était la police que nous écoutions. À cette époque-là, la radio police, je ne sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui, mais simplement, nous n'entendions qu'une des voix. Hein? Ouais. Et je crois même que les policiers ne pouvaient pas communiquer avec le quartier général. Ils ne répondaient pas. Alors. Mais tout de même, nous suivions ça. Moi, je suivais ça attentivement. J'étais directeur de l'information, ce qui voulait dire un peu homme à tout faire. Hein? Et j'écoutais ça, ça m'était très précieux. Et ensuite, nous avouions, pour les incendies, la cloche d'alarme qui sonnait dans la salle de rédaction, par exemple, 7, 3, 4. Alors, on avait un grand tableau, on savait où ça se trouvait. Alors, évidemment, tout ça, comme vous étiez défini comme un journal populaire, vous vouliez rejoindre les masses, vous tabliez beaucoup sur le scoop, le fameux scoop, n'est-ce pas? Ah, ben oui. Quant aux événements de la nuit. Ben oui, ça c'était primordial, hein? Scooper, comme on disait, le Canada. Les autres journaux, c'était différent, mais scooper le Canada. C'était pas tellement difficile de scooper le Canada à l'époque, ou quoi? Oh, il y a eu Marcel Bourgard, qui était un excellent journaliste, parce qu'avec la venue de l'illustration, vous avez vu le Canada apparaître avec des photographies, hein? Et s'attacher davantage aux faits divers. Oui. Mais vous, est-ce que vous aviez des petits problèmes moraux? J'entends en tant que personne, là, Joseph Bourdon, doué d'un sens moral, n'est-ce pas? Étiez-vous inquiet un peu de donner parfois dans le sensationnel, le jaunisme, le sang à la une? Est-ce que ça vous posait des problèmes à vous? Ou si, étant jeune, à ce moment-là, vous compreniez très bien qu'il fallait coûte que coûte parler de ce qui intéressait les gens le lendemain matin? Vous savez une chose, hein? C'est que le jaunisme de l'époque, eh bien, c'est presque la revue pieuse d'aujourd'hui, je vous assure. Le fait divers. Ah, mon Dieu. Oui, il y avait du sensationnalisme. Oui. Et il est évident que le fait divers, vous savez, il ne faut pas le mépriser. Hein. Si vous êtes mêlé à une tragédie quelconque qu'on appelle fait divers, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un fait divers, c'est un drame. Hein. Je comprends. C'est un drame. Alors, c'est la même chose. Il ne faut pas exagérer, il faut doser. Hein. Il faut qu'il y ait un peu de tout dans un journal. Mais de grâce, faut pas mépriser le fait divers. Il y a son importance. Et regardez d'ailleurs les grands journaux anglais, les grands journaux français, vous savez. Vous avez beaucoup de têtes de Turcs, même que vous avez des opposants, des concurrents, des journaux. Vous avez beaucoup de têtes de Turcs toute votre carrière.
On va les voir au passage. Mais le premier que j'ai relevé, c'est Tim Buck, que le journal qualifie de repris de justice, agitateur dangereux. Il faut comprendre, c'est un peu avant la guerre. Et puis, beaucoup de choses se passent à ce moment-là en Europe. Mais la question que je voudrais vous poser, Joseph Bourdon, avec le recul, là, est-ce que, ça peut s'appliquer à Tim Buck et aux autres, est-ce que vous voyez quand même ces personnages qui, à ce moment-là, deviennent, encore une fois, des têtes de turc, des gens qu'il faut dénoncer, étaient aussi mauvais, aussi, avec le recul du temps, vous vous dites, mon Dieu, de quel regard aujourd'hui? C'est comme toute chose, mais l'illustration et ces deux successeurs ont toujours combattu le communisme. Et moi, je n'ai jamais eu, au contraire, j'étais heureux de ça et j'ai fait tout ce que j'ai pu dans les éditoriaux par la suite pour combattre le communisme. Et prenez le cas de Tim Buck, c'est assez étonnant que ce personnage qui, à un moment donné, condamne l'effort de guerre du Canada, du moment que la Russie est attaquée par l'Allemagne, eh bien là, mon Dieu, c'est le second front et ça ne va jamais assez vite, vous savez. Alors, non, si vous voulez, vous parler de sens moral, eh bien, évidemment, le communisme comme tel me répugne. Les communistes eux-mêmes, ça, c'est autre chose, hein. Mais est-ce que c'est en tant que croyant que vous réprouvez le communisme athée, ou si vous distinguez le communisme... Non, remarquez qu'aujourd'hui, ça va pas très bien pour eux. Il y a une différence. Il y a une différence, le communisme athée, puis il y a des gens qui disent communisme. Le socialisme, ce que je veux dire, c'est que voici pourquoi je parle du socialisme, c'est qu'il faut quand même rappeler qu'à peu près toute votre carrière a été faite sans syndicat. Toute la carrière. Toute votre carrière. Toute la carrière. Voilà. Oui. Avec des conditions économiques qui n'étaient pas toujours très roses. Ah non. Mais il faut tenir compte qu'à un moment donné, par exemple, je ne pouvais pas être syndiqué parce que j'appartenais au cadre. Hein. Le syndicalisme a beaucoup aidé les journaux dans certains cas. Hein. Il y a eu des abus dans les journaux comme il y en a eu ailleurs, et les abus ont enregistré des réactions qu'on peut déplorer. Oui, parce que l'histoire du journalisme, en fait, jusqu'à nos jours, ça a été en partie l'histoire de la tentative de créer des syndicats qui puissent négocier des conditions de travail, parce que je relève ici la fiche 32, et vous y revenez d'ailleurs, c'est très amusant, il y a des petites blagues autour de ça. C'est que les typographes, qui eux avaient une union, n'est-ce pas, internationale, la plus ancienne, je pense, étaient mieux pourvus que vous, et que très souvent, vous, journalistes, vous alliez demander $1 ou $2 au typo. Oui, et c'est pas unique. Vous avez le même cas, je crois, en Angleterre. Hein. Et ici, à Montréal, c'est probablement parce que Trèfle Berthiaume, fondateur de la presse, était lui-même un typographe. Hein. Alors, il a choyé ses confrères, hein, j'imagine. Et dès le début, les typographes de la presse étaient probablement même mieux rémunérés que les journalistes de la presse. Ça, évidemment, je ne le soutiens pas, mais c'est bien possible. Mais ça vous posait pas de problème, ça c'est curieux. C'est un peu comme moi, si je demandais tout à l'heure à mon technicien qui est en train d'enregistrer l'émission, de me passer $5 pour la fin de semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Personnellement, j'ai jamais eu à leur tendre la main, mais il y a des confrères qui faisaient ça. Et d'ailleurs, il y a une chose qu'il faut tenir compte, hein, c'est que l'Union typographique exigeait que ses membres soient payés, alors que nous, n'ayant pas d'union, eh bien, mon Dieu, on en avait souvent. La paye qui devait être faite le vendredi, elle était faite le mercredi suivant, ou des choses comme ça, ou bien non, les chèques étaient sans provision. Poursuivons, 1935, l'apparition de British United Press. Là, ça devient peut-être plus nerveux parce que vous êtes branché sur un téléscripteur. Comment ça s'est passé? C'était à l'époque de l'enlèvement du petit... Le petit Lindbergh. Le petit Lindbergh, oui. Vous êtes branché sur un téléscripteur. Les téléscripteurs à l'illustration et probablement au Canada, il n'y avait pas de téléscripteur. Il fallait aller chercher nos dépêches ou à la presse canadienne, dans le cas du Canada, ou à la British United Press dans le cas de l'illustration. Et les dépêches, c'était sur un papier onion skin, qu'on dit, des feuilles très minces. C'était difficile à lire. Il fallait s'arracher les yeux. Par la suite, nous avons eu des téléscripteurs, comme tout le monde, mais au début, vous aviez des commissionnaires, ils allaient chercher ça en tramway? Oui, qu'est-ce que vous voulez? En même temps que la Gazette. Hein? En tramway. Oui. Les reportages, d'ailleurs, se faisaient en tramway. Tous ceux
qui ont fait du journalisme écrit dans une salle au moment un peu avant l'heure de tomber, là. Il y a des engalades qui interviennent à un moment donné, c'est une question d'équilibre entre l'information générale et les pages sportives. Or, tout le monde qui lisait Montréal Matin, l'illustration de l'époque, sait qu'à un certain moment, le sport, qui était au début plus ou moins restreint, devenait important. Il y avait un douloureux équilibre à établir. Oui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Montréal Matin était un journal qui devait défendre une cause politique, un parti politique. Et généralement, surtout à Montréal, le gouvernement se faisait battre ses députés. Il y a eu des époques comme ça. Alors, par conséquent, il fallait intéresser le public avec autre chose que la politique. Il fallait donner la politique, oui, mais le sport. Pour vendre la politique, le sport. C'est ça. Et c'est ce que beaucoup d'hommes politiques n'ont jamais pu comprendre, hein, que nous ne publions pas le discours, le texte de leur discours in extenso, hein, en première page, vous savez, plutôt que d'y aller avec un fait divers. Mais si nous voulons vendre le journal, si nous voulons que le discours de M. X soit lu, il faut absolument qu'il y ait autre chose. Parce que le discours de M. X, vous savez, vous pouvez glisser l'Ave Maria ou n'importe quoi, personne ne va s'en apercevoir. Joseph Bourdon, moi j'étais témoin de scènes très drôles parfois. Il faut remarquer que vous êtes un ancien de la boîte. Je suis passé comme bien d'autres. Vous êtes un ancien, M. Nadeau. Mais je me souviens, un soir, entre autres, nous aurons une engalade entre Lucien Langlois, qui était chef de pupitre, avec Jacques Beauchamp, qui était directeur des pages sportives. C'était à qui aurait le plus de pages pour sa section. Puis en plus de ça, tombait sur le téléscripteur, et je m'en souviens très bien, votre correspondant à Québec, Maurice Bernier, au moment d'une session importante. Alors là, il y avait une collision terrible entre trois. Hein? Pauvre Maurice, il a dû se faire engueuler souvent à Québec, parce qu'évidemment, il fallait couper sa copie, vous savez. Il faisait très bien ça, Maurice Bernier, c'est un homme consciencieux, mais il fallait couper ses textes, parce que on n'avait pas l'espace. Alors, Joseph Bourdon, je vais vous avouer, 25 ans après, que moi, j'étais plutôt content de voir qu'il y avait une guerre d'espace, n'est-ce pas, entre le sport, l'information et Maurice Bernier, parce que moi, qui était à ce moment-là traducteur de dépêches internationales, j'avais moins de travail à faire. Fermons la parenthèse, j'ai rien dit. L'illustration nouvelle, 1936. De l'illustration, ça devient l'illustration nouvelle. Et, d'emblée, l'illustration nouvelle, en pratique, s'oppose à Oud. Oui. Comment expliquez-vous ça? Parce que c'est assez difficile, évidemment. Il y a là un jeu de coulisses que je ne connais pas. Je n'ai jamais pu pénétrer. Que vous n'avez jamais voulu connaître? Non. Évidemment, tenez compte, vous parliez tout à l'heure de nos têtes de Turcs. Vous mentionniez Timbuk. Nous avions beaucoup d'autres, à commencer par Oliver Asselin, Jean-Charles Alvé-Tout. Mais tenez compte que c'était, au fond, des confrères, c'était des amis. Oh mon Dieu, pas à la taverne, mais on allait se baigner à la piscine, à la Place nationale. Non, nous nous estimions tous beaucoup. Vous savez, c'était mutuel. Vous avez toujours eu des têtes de Turcs. Vous avez combattu pour beaucoup de causes. Vous avez combattu contre beaucoup de causes. La guerre civile espagnole, toujours pour la bonne cause? Oui, à l'époque, vous savez, évidemment, c'est comme pour beaucoup d'autres choses. Si vous retournez à l'époque de la guerre espagnole, la guerre civile, la guerre civile, oui, il n'y avait aucun doute que c'était une guerre contre le catholicisme. Et d'ailleurs, il y a une foule de témoignages là-dedans. Et par hasard, l'an dernier, j'ai rencontré un Espagnol qui a participé, un monsieur d'un certain âge, qui a participé à la Révolution, mais du côté des gouvernementaux, vous savez. Et puis, il y avait beaucoup de mal à comprendre ça. C'était un catholique lui-même, et puis, il ne comprenait pas ça. Mais ici, en tout cas, c'était vu de cette façon-là. C'est parce que, Joseph Bourdon, dans votre livre, vous titrez à un certain moment ce passage, « La guerre espagnole ». Puis vous citez, à un moment donné, vous faites le bilan. Janvier 39, vous êtes content que Franco l'ait emporté. Oui. Et vous dites qu'il y avait eu 1 million de catholiques de massacrés. C'est ça. Il y avait aussi eu 1 million de communistes, de socialistes. Oui. Bon. Mais vous passez sous silence l'autre partie. Ce que je veux dire, c'est que c'était une guerre civile, Joseph Bourdon. Oui, c'était une guerre civile, sûrement. Oui, mais c'est-à-dire qu'un cadavre n'a peut-être jamais raison. Mais dans quelle mesure avez-vous bien reflété à ce moment-là le fait que c'était une guerre civile?
quoi que nous pensions. Il est évident que, évidemment, si vous prenez un article en particulier, hein, il est possible, mais dans tout dans nos dépêches et dans tous les reportages que nous avons publiés, le public comprenait bien qu'il s'agissait d'une guerre civile. Et malgré tout, il faut l'avouer, l'illustration nouvelle à l'époque témoignait d'une certaine sympathie pour Franco. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Adrien Arcan était parmi nos dirigeants. Bon, alors parlons-en, puisque vous en parlez. Adrien Arcan, qui avait aussi lancé le Goglu. Le Goglu, le Miroir. Il avait été démis de ses fonctions à la presse pour avoir tenté d'y fonder un syndicat. Hein? Oui. Alors, il a été mis à pied. Et puis, sa tête de Turc à lui, évidemment, c'est Pamphile du Tremblay, hein? Avec le Goglu. Et le Goglu, à un moment donné, est devenu un journal anti-juif. Bon, mais justement, il y a une chose qui est plus ou moins claire. Vous l'avouez d'ailleurs que c'est pas totalement clair. À un certain moment, il a assumé la fonction de rédacteur en chef, je comprends bien. C'est pas un bonhomme qui était compliqué. Il est possible qu'à ce moment-là, M. Arcan ait été le président ou le vice-président du conseil d'administration de la Fédération des journalistes canadiens qui publiait le journal. Bon. Et en même temps, il était rédacteur en chef, en ce sens qu'il rédigeait les éditoriaux, hein? Pas pour le reste. Il touchait très, très rarement, je l'ai vu rédiger un article quelconque. C'était la page éditoriale, uniquement ça. Et on ne mentionnait pas son nom. L'une des raisons, c'était précisément parce que les vendeurs juifs, les vendeurs de journaux, voulaient pas. Vous savez, Arcan. Il fallait le dissimuler, vous savez. Il y a eu aussi l'affaire d'un certain professeur Pitkin de l'Université de Columbia. Columbia. Oui, c'était très amusant. Vous me permettez, là, il y a une citation dans votre histoire, l'histoire de Montréal Matin, page 66. Il dit ceci, entre autres, c'est amusant. Il dit, pourquoi ne pas donner à la province de Québec une forme de gouvernement semblable à celle de Terre-Neuve? C'est assez curieux, d'ailleurs, c'était avant, évidemment, que Terre-Neuve fasse partie C'était une colonie. de la Confédération, qu'elle soit vraiment une colonie, puisqu'il semble le vouloir. Une colonie de la couronne, si elle le désire. Pourquoi, continuez-vous la citation là, de M. Pitkin, pourquoi, par exemple, ne pas laisser les Canadiens français se gouverner eux-mêmes, comme les sauvages des Indes? Il y a de ces choses qui sont amusantes, revues après 40 ans. Oui, et puis, quand même, vous ne l'avez pas laissé passer comme ça. Et puis, vous avez fait une cotisation. Vous lui envoyé une muselière. Oui, qui ne lui est jamais parvenue, parce qu'évidemment, au poste là-bas, hein, il ne l'a pas réclamé. Ça rappelle un peu l'incident du maire Jones. Oui, c'est ça. Oui. Vous étiez quand même des chiens de garde, s'il est permis de le dire à ce moment-ci, là, par rapport à ça. Les prétendues chapelles à Radio-Canada, monsieur... Bon, donc il faut aller vite parce qu'il nous reste peu de temps. Là. Les prétendues chapelles à Radio-Canada. De Radio-Canada. Et c'est signé Maurice Dubrul, à ce moment-là, qui est un de vos grands journalistes. C'est ça. Déjà, 1937, Radio-Canada vient d'être fondé. Nous sommes déjà votre tête de Turc. Pourquoi? Bien, premièrement, j'imagine que Radio-Canada devait avoir à sa tête des personnages qui, peut-être au point de vue politique, ne plaisaient pas à Dubrul. Je ne sais pas, il faudrait revoir les articles. Non, mais il faut bien comprendre que, bon, vous étiez un journal de Montréal. Radio-Canada, à ce moment-là, était la création, c'était net, de l'État fédéral, et que déjà, la grande guerre de l'autonomie allait s'enclencher, j'imagine. C'est ça. C'est probablement ça. Il y a Marc Thibault. Première chronique du cinéma. Marc Thibault, dont vous dites qu'il fut à un certain moment, à l'occasion d'un long séjour à Hollywood, le rival de Clark. Oui. Ben, c'est lui qui le raconte. Hein? Ça a paru dans le Canada. Parce que de l'illustration, je crois qu'il a commencé au Canada. Il s'est emmené à l'illustration, tout jeune d'ailleurs. Et de l'illustration, il est retourné au Canada. Il a travaillé à la Gazette. Et avant que Montréal Matin ferme ses portes, il était revenu. C'est un charmant bonhomme, charmant camarade. Il y avait beaucoup d'entre-gens. Oui. On va essayer de... Bien sympathique. De concurrencer un certain Clark Gable. Bien sympathique. Vous devez avoir des surpris.
Montréal Matin, toujours pour la bonne cause, 1938, vous êtes contre la création d'un lycée français à Montréal. Oui. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire parce que ces articles-là venaient de l'extérieur. Était-ce Adrien Arcan qui les rédigeait? Je ne sais pas. Et franchement, moi j'étais directeur de l'information à l'époque et je ne m'y suis jamais arrêté. Mais l'idée, c'était justement, évidemment, c'était non pas une manifestation d'une francophobie, mais c'était contre une certaine France laïque, évidemment. Sûrement. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'un des fondateurs de Stanislas, parce qu'au fond, il s'agit de Stanislas. Ça s'est bien passé à la fin, on nous a envoyé les jésuites, je pense. Bon, Stanislas, c'était Charles Bourassa, qui est devenu le directeur de Montréal Matin. Comme par hasard, comme toutes les choses peuvent s'arranger à la fin. Oui. Vous parlez des photos de famille, Oui. ou l'art de se faire des amis. Les gens se voient parfois dans le Montréal Matin. Vous avez eu même des concours, vous avez lancé parfois. Oui, les plus beaux bébés, etc. Oui. Et vous savez, c'est amusant ce que vous dites là, parce qu'aujourd'hui, si vous examinez le Journal de Montréal, vous allez retrouver une page centrale où ce sont des photos de groupe. Ce sont des têtes, si vous voulez. Et vous avez, depuis quelque temps, depuis quelques semaines du moins, des photos de bébés qui garnissent leur page, vous savez. Alors, il n'y a pas tellement de... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça. Déclaration de la guerre, citation éditoriale, page 87. On dit ce serait criminel que de penser seulement à sacrifier des vies canadiennes et la fortune du Canada pour assurer la suprématie polonaise sur le sol allemand, et sur une population allemande. Il n'y avait pas Arcan derrière, ça. Parce que quand même, la domination polonaise, il ne restait plus de Pologne à ce moment-là. Sûrement. Mais j'aimerais dire une chose ici au sujet d'Adrien Arcan. C'était un type bien sympathique. Premièrement, c'était un excellent journaliste, vous savez. Comme journaliste, là, il était parmi les meilleurs. Et cet homme-là, malgré la haine qu'il semblait vouer à d'autres gens, à d'autres races, d'autres mouvements, était foncièrement honnête, je pense. Je pense. De toute façon, moi, je l'estimais beaucoup, vous savez. Et ça peut arriver, ça vous parliez de Tim Buck. Tim Buck, non, je ne l'ai pas connu. Mais j'ai bien connu Adrien Arcan, si vous voulez, j'ai travaillé avec lui. Et c'était un peu l'opposé de Tim Buck. Oui. Et j'ai beaucoup apprécié Adrien Arcan. Comme peut-être j'aurais bien apprécié Scott, par exemple. Je fais allusion là, à M. Scott, le professeur Scott, qui a dirigé la CCF, Frank Scott. Alors nous avons toujours combattu la CCF et j'ai toujours eu une admiration folle pour Frank Scott. Alors comme vous voyez... Je comprends bien, ça se partageait entre gauche et droite. Il était très bien qu'un équilibre Tim Buck. On ne mentionnait pas gauche et droite dans ce temps-là. Non, ça viendra par la suite. Oui. C'était socialisme, communisme et puis évidemment, démocratie, on ne disait pas capitalisme. Durant la guerre, il y avait un censeur de guerre, Eddie McMahon de la Gazette. Comment ça se passait? Il n'y avait rien du tout. Au fond, j'imagine qu'il lisait à cette époque-là. Là. Au début, c'était un peu plus compliqué, je le relate, mais dès que M. McMahon, qui était un journaliste de la Gazette, un excellent journaliste, a été en fonction, nous n'avons jamais eu de problème. Il lisait nos journaux le matin, je suppose, et s'il y avait quelque chose, prendons garde là-dessus ce matin, quelque chose. Mais, vous savez, sur le ton de l'amitié, parce que nous étions déjà des amis, des copains, je dirais, et il n'y a jamais eu de difficulté. On nous disait, par exemple, pour telle raison que je ne peux pas te dévoiler, tu ne peux pas parler de telle chose. Il en savait plus que vous. Ah ben oui, évidemment. Évidemment, il en savait un peu plus que nous. Et il disait, pour une raison que je ne connais pas, on me demande de vous avertir de ne pas parler de telle chose. Et à ma connaissance, il n'y a jamais eu de problème. Alors, il faut aller très vite parce que le temps passe. On aurait pu parler de Godbout. Vous aviez comme tête de Turc Godbout, la marionnette de Lapointe, si vous voulez. L'histoire a jugé, je pense. Mais ce qui m'étonne, c'est de constater que vous avez à un moment donné une période d'austérité en pleine guerre. Et le journal passe de 12 à 6. Je pense on passe à 12 pages, disons par exemple de 24 à 12. Et à ce moment-là, nous revenons à M. Van Bertium, qui est en Europe. Et évidemment, les affaires vont mal. Il ne faut pas se faire d'illusions. La guerre ne favorisait pas l'illustration. Nous avions de la difficulté à avoir du papier. Et 1000 problèmes de ce genre-là.
Alors, il avait câblé, fermé le journal, mais gardé l'atelier, gardé l'imprimerie, vous savez, pour en faire une imprimerie de travaux de ville. Et le directeur du temps, qui était Willy Junot, m'a fait venir à son bureau et dit qu'il n'y avait pas possibilité de diminuer le journal à 12 pages et de couper le personnel en 2 ou davantage, vous savez. J'ai dit, tout est possible plutôt que de fermer les portes. Et la formule a réussi, vous savez. J'ai vu partir des gens, vous savez, j'en avais les larmes aux yeux parce que c'était des amis, hein? Mais qu'est-ce que vous voulez? Il le fallait. Et j'ai gardé avec moi un type qui pouvait faire à peu près de tout, hein? Et à 2, nous avons fait la section nouvelle. Je crois qu'il y a Marc Thibault qui est resté pour le cinéma. Oui, à peu près une demi-douzaine, hein, n'est-ce pas? Et il fallait faire la correction des épreuves en plus. Hein? Alors, ça a duré comme ça durant un certain temps, et petit à petit, on s'est rafistolé. Et tous nos gens, Dieu merci, se sont placés facilement, vous savez. L'un ici, l'autre là, et puis tout le monde. Il y en a qui sont revenus, oui, mais la plupart sont bien placés. Joseph Bourdon, je voudrais vous demander à quel moment l'illustration nouvelle est-elle devenue Montréal Matin? En 1941. En 1941, oui, je pense. Oui, 1941. Notre directeur à cette époque-là était Jacques Narcisse Cartier, qui a été à l'origine du poste de CKC, qui a fait du journalisme aux États-Unis, un expert en TSF, hein, et c'est un grand bonhomme, je l'aimais beaucoup, et on a changé de nom, appelé Montréal Matin, en songeant à Paris Soir. Ben, à Paris Soir, mais plus que ça, il voulait voir loin. Il avait même réservé un brevet pour Montréal Midi, Montréal Soir, Montréal Nuit. Exact. Mais évidemment, là, c'était... C'était le Lazareff du temps, ça, si je comprends bien. Oui. Lazareff était venu... Monsieur Lazareff était venu nous rendre visite à cette époque-là. Moi, je l'avais piloté à travers les ateliers, puis nos petits bureaux, tout ça. Le plébiscite. Oui. Hein? Le plébiscite, vous avez fait campagne, je pense, pour le non. Hein? Et toujours dans la lignée nationaliste, mais en regardant les chiffres, c'est quand même... il y a 1,5 million qui avait voté non, quand même. Dont près de 2 millions au Québec. C'est des chiffres assez... le pays était réellement divisé à ce moment-là. Ah oui. Est-ce que ça se ressentait dans la salle de dépêche, là-bas, j'entends, au journal? Non, parce que tout le monde était du même côté. Alors, il y avait de l'enthousiasme. Ah oui? Vous avez vos amis de la Gazette? Oh, ben, vous savez, non, de ce côté-là, nous pensions pas de la même façon, mais... Surtout les journaux de Toronto, je pense, peut-être. Les journaux de Toronto. Les journaux de Toronto ont toujours été assez virulents contre les Québec. Je me souviens, par exemple, du Toronto Star, qui consacre une page complète à la photographie de M. Hood, qui était alors candidat, je ne sais pas trop. Et comme M. Hood était gras un peu, on avait pris la photo de façon à ce que tout ce qui ressorte, bien évidemment, ce soit l'abdomen. C'est écœurant. Toujours. Et même à la télévision. Oui, je sais. Joseph Bourdon, d'autres causes ici, et c'est intéressant de les énumérer, je pense que c'était vers la fin de la guerre, ou peu après la guerre. Montréal Matin, à ce moment-là, réclamait. Écoutez bien, le métro, une loterie nationale, le système métrique et l'ambassadeur au Vatican. Tout ce que vous n'avez pas obtenu, c'est l'ambassadeur, je comprends bien. Oui, mais je crois que ça s'est amélioré de ce côté-là. La loterie, on a combattu bien fort. Je dis pas que j'ai bien fait de mener toutes ces luttes-là, mais... Le métro? Ah, le métro, oui. Ah, bateau, oui, le métro, oui. Et la loterie, ça, c'est populaire, en tout cas. Et le système métrique? Système métrique, oui. Bon, évidemment, pour des gens qui travaillent avec précision, j'imagine, pour composer un journal, on sait très bien, vous étiez déjà au système métrique, ou non? Non. J'entends là-bas pour faire la mise en page. Oh, non, c'était toujours à la ligne Agathe. C'est une autre... Les gadgets, je dis les gadgets de Montréal Matin, vous aviez un concours. Ah, ça, j'aime bien ça. Vous aviez un concours, je voudrais peut-être le reprendre aujourd'hui. Un concours où vous demandiez au lecteur de dire en 500 mots
comment abolir les impôts. Oui. Et puis il y en a qui avaient trouvé des drôles de solutions, je pense. Oui, c'est pas faire payer tant par entrée d'immigrants. Oui. Les concours, si vous avez remarqué aussi une époque où on donnait en prime des portraits de frère André, le livre de Robert Choquette, curé de village. Il y a deux affaires, là. L'affaire des Enfants du Paradis, le film des Enfants du Paradis de Bernonville. Oui. On dirait que ce sont des incidents, des accrochages entre la France et le Canada, ou le Québec, le Canada français. Mais pour quelle raison? Les Enfants du Paradis, ça vous fait pas sourire aujourd'hui quand vous voyez la pornographie, même à la télévision? Oui, aujourd'hui, écoutez. Mais à l'époque, vous savez, évidemment, M. Duplessis avait donné gain de cause aux censeurs. Hein. C'était tout ce qui nous importait. Et il y avait eu un petit incident auparavant avec M. de Hauteclac. Hein. Oui. Quelqu'un avait demandé à M. de Hauteclac comment se fait-il que vous avez exécuté, vous avez permis qu'on exécute, son nom m'échappe. Brasillac. L'écrivain français. L'écrivain français. Alors, il a dit charbonnier, maître chez soi, monsieur. Et c'est ce que j'avais repris. Oui. De Bernonville, c'est parce qu'en fait, vous étiez quand même d'obédience pétiniste, évidemment. Puisque de Bernonville avait été de Vichy. Oui. Mais c'est si loin, ces choses-là. Il y a eu l'affaire Rose, le Fred Rose, l'espionnage et tout. Bon, ça a été les grandes questions d'après-guerre, là. Il faut aller vite, hélas. Il y a eu aussi la grève des professeurs Léo Guindon. Oui, Léo Guindon, oui. Il a fait beaucoup pour les enseignants. Vous savez, c'est lui qui a déclenché les premiers conflits. Hein. Et là, le sort de l'enseignant s'est beaucoup amélioré. Par la suite, il est disparu. Mais ils étaient moins organisés. Ils ont fait 15 jours. Ils ont duré 15 jours, je pense. Oui. Je préférais la mentalité de M. Guindon à celle de la CIQ, du moins. D'aujourd'hui. Peut-être pas d'aujourd'hui, je suis moins dans l'actualité, mais de l'époque où j'étais au journal, en tout cas. Jerry Trudel et le sport. Oui. Jerry Trudel a eu quand même, un peu comme Jacques Beauchamp, a été l'un des piliers de Montréal Matin, je pense. Jerry Trudel a commencé à faire une collaboration, vous savez, occasionnelle. C'est devenu hebdomadaire. Et puis, ce bonhomme-là a une plume extraordinaire, vous savez. Il est capable de rédiger des éditoriaux, il est capable de rédiger des textes sur n'importe quoi. Et il était très, très précieux. C'était l'un des bons auxiliaires de Jacques Beauchamp. Hein. Lucien Langlois, Lucien motocyclette. Ah oui, lui... il couvrait 3 services, excusez l'expression, mais il faisait 3 reportages, alors que d'autres, ses confrères, en faisaient seulement qu'un, grâce à sa moto, vous savez. Il y a l'une des figures de proue, vous avez sur votre page. Oui. Duplessis, Hood, Johnson, et vous l'avez ici, Lucien Langlois, en bas de Sauvé, là. Il est mort en 70, 54 ans, mais il a laissé une trace. Il a été, je pense qu'il était, un être très sensible. Ah, mon Dieu. Il aimait transmettre aussi son métier aux autres. Oui. C'était un excellent professeur. Vous avez dû l'avoir, d'ailleurs, comme professeur. Oui, je m'en souviens très bien. Oui, il avait le sens du raccourci dans le journalisme. Ah oui. Il plaçait les bons adjectifs aux bons endroits. Oui. C'était longtemps, en tout cas, d'ailleurs, à cause de notre format, fallait faire court, évidemment, tabloïd, ça le dit. Oui. Alors, vous étiez toujours pour les bonnes causes. Il n'y a pas tellement d'humour dans ce que je dis. Vous avez demandé une campagne contre Radio-Canada en 59. Mon Dieu, c'est Duplessis déjà qui se termine. Vous êtes contre l'équipe du Tonnerre en 60. La Révolution tranquille va commencer, Joseph Bourdon. Et évidemment, là, vous allez perdre la partie, n'est-ce pas? Montréal Matin. C'est à voir si nous allons la perdre. Si nous l'avons perdue. Du moins, Montréal Matin n'est pas là pour l'histoire. Non. Mais écoutez, il faut quand même s'arrêter. Je voudrais, m'arrêter ici. Montréal Matin et la caisse de l'Union nationale. Oui. J'ai une citation, page 173. C'est la question qu'on se pose à un moment donné, avec Gérald Martineau. Et puis vous citez dans le numéro du 23 octobre, Dimanche Matin, c'est pas votre journal à vous, mais qui pose la question. Peut-être que Dimanche Matin pouvait mieux la poser que vous. Qui contrôle Montréal Matin? C'est là une question que se posent tous les politiciens, quel que soit leur parti. Surtout depuis une semaine, dit-il. Bon, il avait été acheté par Maurice Duplessis il y a une douzaine d'années, mais personne n'a jamais été au courant de sa structure financière. En fait, ça n'a jamais été clair, ça. Peut-être même pour vous, Joseph Bourdon. Montréal Matin a été acheté en 1947
par ce qu'on appelait à l'époque des Amis de l'Union nationale. Plus exactement, les éditions La Violette. Or, les éditions La Violette sont disparues très tôt. Et le maître de la situation, le maître à bord, si vous voulez, c'était Charles Bourassa, qui était le délégué de Maurice Duplessis, un ami personnel de Duplessis tout d'abord, mais c'était son délégué avec Roger Duhamel, qui lui s'occupait particulièrement de la rédaction. Roger Duhamel qui a apporté de nombreuses améliorations. Mais du côté, à la tenue du journal. Mais du côté sous, c'était Charles Bourassa. Et Charles Bourassa ne rendait des comptes qu'à Maurice Duplessis. C'est un bon gestionnaire, en fait. À un moment donné, notre journal était considéré parmi les plus rentables, sinon le plus rentable du pays. Alors, il s'est amassé beaucoup d'argent. Et comme je le pense que je le dis, quelque part dans le livre, alors que la plupart des journaux politiques vivent de la caisse électorale, Montréal Matin a été en mesure, sûrement, de souscrire directement ou indirectement à la caisse de l'Union nationale. Donc, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous laissez entendre que, précisément parce que votre journal était rentable, vous étiez peut-être un petit peu plus indépendant que certains autres journaux qui étaient supposément plus au-dessus de la mêlée. Oui, c'est évident. C'est évident. Parce qu'il y a des chiffres ici, les tirages. En 41, 18 000, 45, 30 000. En 55, 95 000. Puis c'est au début des années 60, là, c'est le décollage, on le sent, 104 000, 115 000. Ça a été jusqu'au moment où vous avez été décrété comme le plus grand quotidien du matin, plus fort que la Gazette. Et évidemment, il faut tenir compte d'une chose, c'est que le chef de tirage ne dit pas tout, n'indique pas nécessairement la prospérité d'un journal. Que ce soit, vous avez le Star qui vient de fermer, vous avez le Télégramme qui a fermé avec, je sais pas moi, 300 000, 400 000. Ce n'est pas ça, c'est une affaire de gestion surtout. Et ce qui arrivait, c'est que chez nous, c'était une petite salle de rédaction, et les frais étaient limités au strict minimum. Et c'est ce qui permettait de faire. Oui, mais plus tard, vous avez pensé trop grand peut-être, là, on prolonge parce qu'il faut finir. Mais vous avez eu un bel édifice du boulevard Saint-Joseph. Puis là, vous étiez parti pour la gloire, je pense. Vous avez créé Week-end de revues, je pense. Fallait le faire parce que le Journal de Montréal l'avait fait. Joseph Bourdon, on achève. Vous écrivez vers la fin de votre livre qu'il est bon que l'éditorialiste aille sur le terrain. Oui, je le crois. Oui. Et vous donnez l'exemple de Blair Fraser sur la Gazette qui s'y rendait aussi. Je pense que c'était suivi, ça, depuis ce temps-là. Oui, mais il y a été une époque où Blair Fraser était le seul éditorialiste à se rendre sur les lieux. Et par la suite, moi, j'ai eu l'occasion de faire et du reportage et de l'éditorial. Et j'aimais bien, vous savez, aller sur place, aux assemblées politiques, etc. Vous avez une pensée vers la fin. Vous dites que l'éditorialiste ne devrait pas trop se leurrer sur ses jugements. Non. Après 35-40 ans de métier, là, au fond, là. Je lisais justement dans un très vieux numéro de la presse, au moment de la révolution en Russie, fallait pas s'arrêter aux bolcheviks, vous savez. Ça, c'était un feu de paille. Oui. Alors, imaginez, ça fait plusieurs années de ça. Mais surtout que vous dites que c'est vers la fin que vous avez compris à quel point il est important qu'un journal soit bien géré. Vous avez touché à la gestion. Oui, c'est très, très important. Il faut qu'il soit rentable. Voilà. Et surtout, il faut qu'il y ait des lecteurs fidèles. Et voilà. Alors, écoutez, Joseph Bourdon, quand même, c'était un survol, une sorte de bilan de toute votre vie, puis en même temps d'un journal, d'un quotidien qui était très important à Montréal, qu'on a vu disparaître récemment, à la fin décembre 78. Mais vous avez été le témoin absolu, si on peut dire. Vous êtes arrivé en juillet 1930 sous l'illustration. Ensuite, l'illustration nouvelle, Montréal Matin. Et entre-temps, est disparu le Canada, le Herald, la Patrie, le nouveau journal qui a fait long feu, comme on dit, contrairement, on dit l'inverse, qui a fait long feu. Il s'est éteint. Et puis, tout récemment, le Montreal Star. Oui, sans oublier le jour. Alors, autrement dit, la grande vertu d'un journal, c'est de tenir, Joseph Bourdon. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est pas facile. Il y a des moments, je pense que Montréal Matin, ses histoires l'indiquent, il y a des heures difficiles. Joseph Bourdon, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de votre accueil et j'ai été très heureux de retrouver un ancien de Montréal Matin. Celui-là, il a bien tourné. Ah, ça, c'est pas encore fini, mon histoire. Merci.
L'ancien directeur du disparu Montréal Matin, M. Joseph Bourdon, accordait une entrevue au réalisateur Roger Nadeau. Assistante à la réalisation, Lucie Gravel. Ici Radio-Canada. CBF 690 Montréal.